Alors, Monsieur Normand, bienvenue sur le plateau d'LVA TV. On continue nos entretiens et on ne pouvait pas vous avoir à notre table sans parler politique parce que c'est quand même une grande partie de votre vie. Mais avant de rentrer complètement dans la politique, la médecine, qui est votre premier amour, là, ça vous rappelle sûrement des choses. Vous voyez les choses aujourd'hui aller. Il y a même des médecins maintenant qui dirigent le Québec, M. Couillard, M. Barrette. Sur le plan politique, comme ça, vous, le virage médical à la sauce Barrette, ça vous inspire quoi? Ben, moi, j'ai suivi ça, disons. J'ai personnellement eu à avoir des soins médicaux dans les dernières années, des soins importants. Et j'ai trouvé que le système était très bien fait. J'ai eu d'excellents soins. Et je trouve que M. Barrette a fait un travail de ménage qu'il fallait qu'il soit fait. Il y avait de la poussière en dessous des tapis, il fallait absolument. Puis pour enlever la poussière en dessous des tapis, vous n'avez pas le choix, il faut que vous leviez les tapis. Je pense que Barrette a eu le courage de le faire dans les organisations. Puis, parce que le système de santé, si on parle du système de santé au Québec, c'est quand même complexe avec toutes les régies régionales et ça inclut aussi les services sociaux. Alors, c'est pas juste la santé, le budget, c'est les services sociaux qui sont inclus dans le même budget. Alors, c'est assez complexe. Puis, personnellement, je trouve que M. Barrette a fait un excellent travail parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a fait que j'aurais moi-même fait si j'avais été à sa place. Si vous aviez été à la tête du gouvernement fédéral actuellement, vous auriez quelles actions vous feriez, quelles informations ou quelles actions vous feriez par rapport au G7 qui arrive? Là, on entend depuis quelques jours que les gens s'inquiètent parce que bon, le G7, ça va être très isolé autour de la Malbaie, mais en fait, on s'inquiète maintenant de manifestations qui pourraient avoir lieu à Québec. Est-ce que vous percevez le G7 dans un premier temps comme quelque chose de positif au niveau des retombées touristiques, commerciales ou autres, ou plutôt une inquiétude, un peu comme le sommet d'Amérique avait été une inquiétude pour d'autres? Ben, moi, j'ai vécu les Amériques, j'étais là, j'étais en fonction à ce moment-là. J'étais à l'hôtel Hilton où j'ai été témoin de tout le grabuge autour. Et non, c'est sûr et certain que le grabuge n'aide pas. C'est pas un apport touristique. Mais d'un autre côté, les discussions du G7 sont importantes et sont nécessaires. Parce que j'avais eu à Montmagny aussi, dans le temps, on l'appelait le G8, là, des ministres des Sciences. Et on avait effectivement eu des manifestations assez que la brigade anti-émeute avait été obligée de débarquer au Manoir des Érables à ce moment-là. Mais parce qu'il y a toujours des gens qui profitent de ces situations-là, ce qu'on appelle des casseurs, pour venir envenimer la situation. Mais c'est sûr et certain qu'à la fin de semaine du 7-8 juin à Québec, ce ne sera pas l'idéal pour venir déambuler dans le Vieux-Québec, là. Mais il reste qu'en fait que votre perception, c'est que le G7, c'est une bonne chose d'accueillir le G7? Oui. Ben, chaque pays a une obligation. C'est toujours comme ça. Oui, on a le choix de le tenir à Québec, à la Malbaie ou dans le Grand Nord. Bon, ça y a déjà été à Montebello. On aurait pu le faire sur Grosse-Île aussi. Ça aurait été moins compliqué à surveiller. Mais non, il faut que les pays fassent leur part. Puis chaque pays a à le recevoir à tour de rôle. Maintenant qu'on ait décidé de le faire à la Malbaie, au Manoir Richelieu, je trouve que c'est un bon choix. D'abord, c'est un endroit qui est cossu, oui, en termes de visibilité touristique, c'est donne une belle image du Canada et du Québec. Puis, c'est de toute beauté sur le bord du fleuve également. Non, je pense que ça a été un bon choix. Le 1er octobre, on arrive en élection provinciale, puisque là maintenant, c'est des dates fixes. Là, la tendance, en tout cas des sondeurs, nous parle d'un virage CAQ qui serait comme réaliste. En même temps, cette semaine, Donald Poupart, figure importante du Parti libéral, disait « Oh, attention, c'est pas parce qu'il y a des ministres qui partent, des 14 ministres qui partent, c'est déjà arrivé dans le passé. » Vous, votre lecture de tout ça, c'est quoi? Le Parti libéral est en difficulté, ou il va rebondir, ou la CAQ va tomber comme la DQ est tombée? Moi, je pense que le Parti libéral va rebondir. Si on regarde actuellement les finances de la province par rapport à ce qui était il y a une dizaine d'années, si c'est bien vendu durant la période électorale, à mon avis, les citoyens et citoyennes vont se rendre compte qu'actuellement, au Québec, on est en très bonne position économique.
Il y a pas le taux de chômage est très bas. Le coût de la vie est acceptable. Ils vont reconnaître, en fait, le contrôle. Ils vont reconnaître ce qui a été fait au cours des dernières années par le Parti libéral. Excusez que j'ai un parti pris, mais quand même, je suis à peu près convaincu de ça. Et la CAQ, est-ce qu'ils vont réussir à faire mieux que ce que M. Dumont a fait dans le temps avec l'ADQ? Pas sûr. Pas sûr. Concernant vous dites, j'ai un parti pris, on vous sait ancien ministre d'un gouvernement fédéral, libéral, donc fédéraliste. D'ailleurs, j'ai retrouvé dans une citation, vous me direz c'est les bonnes, j'ai retrouvé ça, c'est une citation de monsieur Normand qui disait en 2001, quand M. Landry parle de la nation québécoise, tout le monde sait très bien qu'il exclut toutes les autres nationalités et ethnies qui vivent au Québec. Avez-vous dit ça vraiment? C'est Vigile.net qui dit ça. Ouais, écoute, j'ai eu souvent je dirais pas des altercations, mais des échanges assez acrimonieux avec M. Landry. Là. Au moment où j'étais en fonction, on se croisait souvent sur différentes tribunes, parce que moi, j'étais le seul ministre dans l'Est du Québec et j'avais souvent affaire à aller faire des annonces au nom du gouvernement fédéral. Et je me retrouvais souvent sur les mêmes estrades que M. Landry. Entre autres, quand il y a eu le fameux Petrobras, là, la station de pompage qui avait été faite à Mille-Lévis. En tout cas, il y a plusieurs occasions qu'on s'est retrouvés. Et c'est possible que j'ai pu dire ça parce que dans le temps, les péquistes, quand ils étaient au pouvoir, leur seul but, c'était de cacher le drapeau canadien. Et ça, c'est l'histoire du zoo, puis de l'aquarium. C'est ça, puis les quais. Je me souviens très bien, à un moment donné, on avait fait un transfert de propriété des quais sur le fleuve Saint-Laurent, du fédéral vers le provincial. Et la cérémonie s'était faite à Montmagny, sur le quai de Montmagny, qui faisait partie d'un des quais transférés. Et j'avais un chèque d'une 30aine de millions que je remettais au ministre des Transports du temps. Et il m'avait dit, le chèque, je m'en fous. Tout ce qui compte pour moi, c'est que les drapeaux disparaissent. Alors, c'est peut-être suite à une remarque comme celle-là que j'ai pu dire. Mais et puis, avez-vous toujours eu une conviction fédéraliste complète? Il me semble que j'avais déjà lu des choses ou des expressions que vous aviez eues vous aviez douté pendant un temps de... Vous avez toujours maintenu, parce que je sais que des fois, on saute Bon, peut-être que... Non, j'ai pas mal toujours été fédéraliste. Oui, convaincu. Vous l'êtes aujourd'hui, en tout cas. Oui, aujourd'hui, je le suis encore de plus en plus. Pour terminer, dans le bureau voisin, tout à l'heure, je vous ai fait visiter un peu nos nouveaux bureaux, en fait, sur Grande Allée à Québec. Il y a le bureau, en fait, de l'Institut Jean Garon, qui est accueilli dans le même édifice que nous. Que j'ai bien connu, d'ailleurs. Que vous avez bien connu en politique. J'allais vous dire, en fait, j'ai deux petites choses sur cette question-là. Garon, pour vous, ça représente quoi? C'est l'autre côté de l'Assemblée, mais ça représente quoi? Moi, Garon, pour moi, c'était un vrai politicien. C'est un homme qui savait ce qu'il voulait, qui disait les vraies choses au bon moment, puis qui n'était pas gêné de les dire. Disons que c'était pas le politically correct. On a eu des bons échanges, M. Garon et moi. D'ailleurs, M. Garon était un adepte et un client régulier du Manoir des Érables. Oui, tout à fait. Je connaissais très bien Renaud Cyr. Puis on a souvent partagé la même table avec Renaud Cyr, des fois qu'il venait mettre son grain de sel, en plus de nous faire la cuisine. Alors, ça donnait des bonnes discussions. Donc là, l'Institut est parti. M. Garon disait souvent que ce qui est regretté depuis son départ du MAPAQ, qui est quand même de 1985, que bien souvent, ce qu'il regrettait le plus, il a déjà dit qu'il était maintenant contre le monopole du PAO, mais au-delà de ça, il a surtout dit que le MAPAQ n'a plus la puissance qu'il avait et l'UPA est rendu plus fort que le MAPAQ. Est-ce que vous avez ce même constat? Et est-ce que vous pensez que, comme le dit la CAQ actuellement, que demain matin, un gouvernement peut rentrer et renverser la vapeur et donner du pouvoir au MAPAQ plus qu'à l'UPA? Moi, je pense qu'il va falloir que ça se fasse. Parce que c'est pas normal que l'UPA ait plus de pouvoir que le MAPAQ. Est-ce que c'est le cas? Là, je sais pas, moi, je vous cite... À mon avis, oui, c'est le cas. Oui, c'est le cas. À mon avis, oui, c'est le cas, de la façon que c'est géré actuellement. Et non, définitivement, l'UPA est un organisme qui emmène très large. D'ailleurs, on en a parlé tantôt par rapport aux autres provinces. Et pour les politiques, si le gouvernement veut faire des changements dans ses politiques du monde agricole, il n'y aura pas le choix à ce moment-là je ne dirais pas d'écraser, mais au moins de maîtriser l'UPA.
Et est-ce qu'une façon de mieux maîtriser l'UPA, ça va être d'accepter un jour la reconnaissance d'autres syndicats comme l'Union paysanne, le CEA? Parce que vous disiez tout à l'heure, l'UPA, c'est quand même la qualité de l'UPA, une des grandes qualités de l'UPA, c'est d'avoir donné de la force aux agriculteurs. Oui. Est-ce qu'on va leur retirer cette force-là Bien, c'est-à-dire qu'on ne leur retirera pas, ils l'ont déjà. Mais peut-être que de permettre à d'autres groupes, parler de l'Union paysanne, par exemple, à mon avis, de pouvoir avoir leur propre entité à côté de l'UPA, que les deux soient être capables, conviviales, soient capables de vivre ensemble dans la même société, puis en parlant des mêmes affaires. Bien, moi, je pense qu'il va falloir que ça se fasse. C'est comme rajouter un club de hockey dans une association. Il y a des groupes actuellement qui demandent justement à être reconnus par le gouvernement, indépendamment de l'UPA, sans être obligés d'avoir la botte de l'UPA sur la tête pour faire partie de groupes reconnus. Parce qu'actuellement, si vous n'êtes pas dans l'UPA, vous ne pouvez pas avoir un groupe satellite reconnu. Non, il faut que vous soyez d'abord accepté par l'UPA. C'est un peu un non-sens. Un peu un non-sens. Monsieur Normand, merci. Au plaisir de vous revoir. C'est moi qui vous remercie de votre invitation.